La disparition de Monsieur Davenheim. Assis auprès de la table à thé, Poirot et moi nous attendions notre vieil ami, l'inspecteur Japp, qui devait partager notre goûter. Un coup sec précéda de quelques instants l'entrée brusque de Japp. « J'espère que je ne suis pas en retard, » dit-il en nous saluant. « Pour ne rien vous cacher, j'étais en train de bavarder avec Miller, l'inspecteur qui s'occupe de l'affaire Davenheim. » Je dressai l'oreille. Depuis 3 jours, les journaux étaient pleins de l'étrange disparition de M. Davenheim, principal associé de la firme Davenheim et Salmon, les financiers et banquiers bien connus. On l'avait vu sortir de chez lui le samedi précédent, et il n'avait pas reparu. Je brûlais d'arracher à Japp quelques détails intéressants. « J'aurais cru, remarquai-je, qu'il était impossible de disparaître à l'heure actuelle. » Poirot avança une assiette de minuscules tartines beurrées et dit vivement : « Soyez précis, mon ami, qu'entendez-vous par disparaître ? À quelle sorte de disparition faites-vous allusion ? » « Les disparitions sont-elles donc classées et étiquetées ? Demandai-je en riant. « Mais naturellement, elles le sont. Elles se ramènent à 3 catégories. La première, et la plus connue, est la disparition volontaire. La deuxième, la perte de mémoire et de personnalité, cas rare, mais qui se rencontre de temps en temps. La troisième, meurtre avec escamotage plus ou moins heureux du cadavre. Considérez-vous ces 3 cas comme impossibles ? Oui, à peu près impossible à mon avis. On peut perdre la mémoire, évidemment, mais il est bien sûr que quelqu'un vous reconnaîtra un jour ou l'autre, surtout s'il s'agit d'un homme aussi connu que Davenheim. Ensuite, les corps. On ne peut pas les volatiliser dans l'air ambiant. Tôt ou tard, ils sortent de leur cachette, de leur sous-bois, de leur malle. Le meurtre est découvert. Avec les moyens de communication modernes, on a peu de chances de ne pas être rattrapé. La fuite en pays étranger ? Les ports et les gares sont surveillés. Mon cher ami, dit Poirot, vous faites une légère erreur. Il ne vous vient pas à l'esprit qu'un homme qui a décidé de se débarrasser d'un autre homme, ou de lui-même, puisse être cette chose si rare ? Un homme méthodique. Il peut avoir apporté à sa tâche toute intelligence et tout le talent nécessaire, ainsi que le calcul soigneux du moindre détail. Et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas à duper la police. La police peut-être, mais pas vous, dit Japp avec bonne humeur et le regard brillant de malice. On ne trompe pas Hercule Poirot. Le détective essaya sans beaucoup de succès de paraître modeste. Mais si, moi aussi. Pourquoi pas ? Il est vrai que j'aborde ce genre de problème avec une science exacte, une précision mathématique, qui semble, hélas, trop rare parmi les détectives de la nouvelle génération. Le sourire de Japp s'élargit. C'est possible, mais Miller, qui s'occupe de cette affaire, est un vieux routier de la profession. Vous pouvez être sûr qu'aucune empreinte, aucune cendre de cigarette, miette de pain, boue sur le paillasson ou poil de chat sur le dessus de lit ne lui échappera. Vous n'allez pas vous mettre à nier la valeur des petits détails, Poirot ? En aucune manière. Toutes ces choses sont fort utiles, chacune dans son genre. Le danger est qu'elles peuvent prendre plus d'importance qu'elles n'en ont. La plupart des détails sont insignifiants. Seuls 1 ou 2 sont d'une importance capitale. C'est sur le cerveau et la matière grise, il s'est tapé le front, qu'il faut compter. Les sens sont trompeurs. La vérité se manifeste au-dedans de nous, pas au-dehors. Vous ne voulez tout de même pas dire, Poirot, que vous entreprendriez de démêler un cas
sans bouger de votre chaise. Mais si, c'est exactement ce que je veux dire. Je m'en charge à condition qu'on m'expose tous les faits. Je me considère comme un spécialiste de la consultation. Japp se frotta les mains d'un air démoniaque. Je veux être pendu si je ne vous prends pas au mot, Poirot. Je vous parie 5 livres que vous n'êtes pas capable de mettre la main, ou plutôt de me faire mettre la main, sur Monsieur Davenheim, mort ou vif, avant 1 semaine à partir d'aujourd'hui. 1 semaine, vous dites ? Oui, 7 jours à compter de ce soir. Parfait, mon ami, j'accepte. Le sport, c'est votre manie, à vous, Anglais. Et maintenant, si vous voulez bien me communiquer les faits. Samedi dernier, selon son habitude, M. Davenheim a pris à Victoria le train de 12h40 pour Chingside, où se trouve sa splendide propriété des cèdres. Après le déjeuner, il fit un tour sur ses terres et donna différents ordres aux jardiniers. Tout le monde s'accorde à dire qu'il était absolument dans son état normal. Après le thé, il entr'ouvrit la porte du boudoir de sa femme pour dire qu'il allait jusqu'au village mettre quelques lettres à la poste. Il ajouta qu'il attendait un certain monsieur Lowen pour affaires. S'il arrivait avant son retour, on devrait l'introduire dans le bureau et lui dire d'attendre. Monsieur Davenheim sortit alors par la porte principale, longea sans hâte l'allée centrale, sortit par le portail et on ne l'a plus revu. Depuis ce moment, il s'est évanoui dans la nature. Joli tableau, les cèdres, des jardiniers, un bureau de poste de village. Ce mystère est posé dans un cadre adorable, murmura Poirot. Mais continuez, mon ami, je ne veux pas vous interrompre. 1/4 d'heure plus tard environ, un monsieur, grand, brun, avec une petite moustache noire, sonna à la porte principale et expliqua qu'il avait rendez-vous avec monsieur Davenheim. Il donna son nom, Lowen, et selon les instructions du banquier, on l'introduisit dans le bureau. 1 heure s'écoula. Monsieur Davenheim ne rentrait pas. À la fin, monsieur Lowen sonna de nouveau et expliqua qu'il ne pouvait plus attendre à cause de l'heure de son train de retour. Mrs. Davenheim s'excusa de l'absence de son mari, qui lui parut inexplicable, puisqu'il avait dit qu'il attendait un visiteur. Monsieur Lowen exprima ses regrets et se retira. Les heures s'écoulèrent, et comme tout le monde le sait, monsieur Davenheim n'est jamais rentré. De bonne heure le dimanche matin, on a avisé la police, mais elle ne put rien découvrir. Monsieur Davenheim semblait s'être littéralement envolé. Il n'était pas à la poste, on ne l'avait pas vu traverser le village. À la gare, on était catégorique. Il n'avait pris aucun train. Son auto n'avait pas quitté le garage. S'il avait loué une auto pour qu'elle vînt le chercher en quelque endroit isolé, son conducteur serait certainement venu déclarer ce qu'il savait pour avoir la forte récompense promise pour tout renseignement. Il y avait, il est vrai, des courses à Enfield, à 5 miles de là, et en marchant jusqu'à cette gare, il aurait pu passer inaperçu dans la foule. Mais depuis, sa photographie avait paru dans tous les journaux avec un signalement complet et personne n'avait pu donner de ses nouvelles. Lundi matin, une découverte sensationnelle. Derrière une portière dans le bureau de M. Davenheim se trouve un coffre-fort. Ce coffre-fort a été défoncé et pilé. Les fenêtres étaient bien fermées à l'intérieur, ce qui semble mettre hors de cause une effraction ordinaire, à moins, bien entendu, qu'un complice ne les eût renfermés ensuite. D'un autre côté, en tenant compte du week-end et de la maisonnée en effervescence, il est possible que l'effraction ait été commise le samedi et n'ait pas été découverte avant lundi. Précisément, trancha Poirot sèchement. Alors, cet infortuné monsieur Lowen est arrêté ?
Pas encore, mais la police le surveille. Poirot hocha la tête indifférent. Qu'a-t-on pris dans le coffre? Avez-vous une idée? Nous avons fait des recherches avec le second associé de la firme et Mrs. Davenheim. Il semble qu'il y avait une somme considérable en chèques au porteur et une grosse somme en billets qui venait d'un règlement récent. Il devait y avoir aussi une petite fortune en bijoux. Tous ceux de Mrs. Davenheim étaient enfermés dans ce coffre. Son mari avait depuis quelque temps la passion des bijoux et il ne passait pas un mois sans qu'il fît présent de quelques pierres rares et coûteuses. En somme, un bon coup de filet, dit Poirot pensif. Et maintenant, Selwyn, sait-on quelle affaire il traitait avec Davenheim ce soir-là? Eh bien, il semble que les deux hommes n'aient pas été en très bons termes. Lowen est un spéculateur audacieux. Il a su marquer, une fois ou deux, un point contre Davenheim. Il semble que depuis assez longtemps, les deux hommes ne se voyaient pratiquement plus. Une histoire d'action sud-américaine avait amené le banquier à fixer ce rendez-vous. Davenheim avait donc des intérêts en Amérique du Sud? Je le crois, oui. Mrs. Davenheim m'a dit qu'il avait passé l'automne dernier à Buenos Aires. Aucun incident dans sa vie familiale? Comment s'entendaient le mari et la femme? Nous pouvons qualifier sa vie domestique de paisible et sans histoire. Mrs. Davenheim est une femme agréable, mais assez peu intelligente. Je la trouve personnellement plutôt insignifiante. Alors, ce n'est pas là qu'il faut chercher la solution du problème. A-t-il quelque ennemi? Il a beaucoup de rivaux financiers, et certainement beaucoup de gens à qui il a pris de l'argent ne lui veulent pas spécialement du bien. Mais je n'en crois aucun capable de le supprimer. Et d'ailleurs, où serait le corps? Voilà le hic. Comme le dit Hastings, les corps ont l'habitude de réapparaître avec une persistance fatale. À ce propos, le jardinier croit avoir vu quelqu'un se diriger de la maison vers le jardin. La grande porte-fenêtre du bureau ouvre sur le jardin, et M. Davenheim entrait et sortait souvent par là. Mais l'homme était assez loin, occupé à des châssis de concombres, et il ne peut même pas dire si la silhouette qu'il a aperçue était celle de son patron. Et M. Davenheim avait quitté la maison à environ 5h30. Qu'y a-t-il au-delà du jardin? Un étang. Avec un hangar pour bateaux? Oui, 2 barques y sont rémissées. Je suppose que vous pensez au suicide, Poirot. Eh bien, je peux vous annoncer que Miller vient demain pour faire draguer la pièce d'eau. Cela ne m'étonne pas de lui. Il va passer la vase au tamis fin et examiner à la loupe l'envers des feuilles de nénuphar. Poirot eut un sourire imperceptible et se tourna vers moi. Hastings, passez-moi s'il vous plaît ce numéro du Daily Telegraph. Si je m'en souviens bien, il contient une bonne photo du disparu. Je me levai et tendis le journal à Poirot. Il étudia attentivement la photographie. « murmura-t-il, les cheveux longs et ondulés, la moustache abondante, la barbe en pointe, sourcils en broussailles, yeux noirs. Oui, c'est juste. Les cheveux et la barbe grisonnants. » Le détective fit un signe affirmatif. « Eh bien, Poirot, est-ce que ça vous paraît si simple que ça ? » Bien au contraire, c'est fort complexe. L'agent de Scotland Yard paraissait heureux. Ce qui me donne de grands espoirs pour résoudre le problème, continua placidement Poirot. Hein ? Naturellement, quand le cas est obscur, c'est bon signe. Si le problème est clair comme le jour, eh bien, ne vous y fiez pas. C'est qu'il a été trafiqué par quelqu'un. Japp soupira, résigné. « 1 semaine, Poirot. Vous me communiquerez toutes vos nouvelles découvertes, en particulier les résultats des travaux de votre consciencieux inspecteur Miller. » D'accord. Marché conclu.
Japp s'en alla. « Eh bien, dit Poirot, quand nous fûmes seuls, vous vous moquiez de papa Poirot, n'est-ce pas ?» Il me menaçait du doigt. « Vous n'avez pas confiance en ma matière grise ? Bah, ne soyez pas gênés et discutons ce petit problème dont les données sont encore incomplètes, je l'admets, mais qui présente 1 ou 2 points intéressants. »« Le lac, dis-je d'un air futé, et plus encore que le lac, le hangar à bateau. » Je regardais Poirot du coin de l'œil. Il avait son sourire le plus impénétrable. Je sentis que pour le moment, il était parfaitement inutile de le questionner davantage. On n'eut aucune nouvelle de Japp jusqu'au lendemain soir. Quand il arriva vers 9 heures, je vis tout de suite à son visage qu'il apportait quelque élément important et intéressant. « Alors, mon ami, lança Poirot, quoi de neuf ? Ne me dites surtout pas que vous avez découvert le corps de M. Davenheim dans le lac. Je vous préviens d'avance que je ne vous croirai pas. » Nous n'avons pas trouvé son corps, mais ses vêtements. Les vêtements qu'il portait le jour où il a disparu. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein, Poirot ? Je ne dis rien pour l'instant. Je vous demande s'il ne s'agit pas d'habits pris dans la maison. Absolument pas. Son valet peut l'affirmer. Tout le reste de son vestiaire est au complet. Et il y a mieux. Nous avons arrêté Lowen. L'une des bonnes qui était en train de fermer les fenêtres de la maison déclarait qu'elle a vu traverser le jardin et se diriger vers les bureaux vers 10h15, soit à peu près 10 minutes avant son départ. Et qu'en dit-il ? Il a d'abord nié avoir quitté le bureau, mais comme la bonne insistait, il a prétendu avoir oublié de dire qu'il était sorti par la porte-fenêtre pour examiner une rose d'une espèce rare. Prétexte assez faible. Maintenant encore autre chose. M. Davenheim portait au petit doigt de la main droite une grosse bague en or avec un solitaire. Eh bien, cette bague a été mise en gage à Londres samedi soir par un homme nommé Billy Kellett, un triste individu fiché qui a fait 3 mois de prison l'automne dernier pour avoir volé une montre en or à un vieux grand-père. Il a essayé de gager la bague au moins dans 5 endroits différents et n'a réussi qu'au dernier. Ensuite, il a bu généreusement dans plusieurs pubs et s'est bagarré avec un docker, ce qui lui a valu d'être traîné au poste. Je suis allé le voir à Bow Street avec Miller. Il est maintenant suffisamment dégrisé et nous l'avons presque tué de frayeur en insinuant qu'il pourrait bien être accusé de meurtre. Voici son histoire. Écoutez-moi ça, Poirot, c'est pour le moins curieux. Kellett était donc aux courses d'Enfield samedi, plutôt à l'affût d'un bon portefeuille à voler que d'un cheval sur lequel parier. La journée était mauvaise, il n'espérait plus avoir aucune chance. Il s'est engagé sur la route de Chingside et s'est assis dans un fossé pour se reposer avant d'entrer dans le village. Quelques minutes plus tard, il a remarqué un homme se dirigeant vers le village. Un aristo, le teint brun, la moustache épaisse. Fallait voir comment qu'il était fringué. Pas un riche cutéreux, non, Rockefeller. Lord Mountbatten. Oh, le mec, il puait la Rolls-Royce et le caviar à 20 mètres. Kellett était à demi dissimulé par un tas de cailloux. Au moment d'arriver à sa hauteur, l'homme a jeté un coup d'œil furtif autour de lui et, la route lui semblant déserte, il a tiré de sa poche un petit objet qu'il a lancé par-dessus la haie. Puis, il s'est dirigé vers la gare. L'objet qu'il avait jeté était tombé sur les cailloux avec un petit tintement qui avait éveillé la curiosité de l'homme assis dans le fossé. Il se mit à genoux dans l'herbe et ne tarda pas à découvrir la bague. Voici le récit de Kellett mot pour mot. À mon avis, il l'a rencontré Davenheim dans le chemin et l'a assassiné pour le voler. Poirot secoua la tête. Bien improbable, mon ami. Il n'avait aucun moyen de se débarrasser du corps. On l'aurait découvert depuis.
Deuxièmement, la manière dont il a ouvertement gagé la bague rend invraisemblable qu'il ait acquise par un meurtre. Troisièmement, ce genre de filou à la petite semaine est rarement un assassin. Quatrièmement, puisqu'il est en prison depuis samedi, ce serait une coïncidence trop forte qu'il soit capable de donner une description exacte de l'Owen. Japp fit un signe affirmatif. Je ne dis pas que vous n'ayez pas raison, mais tout de même, vous ne voulez pas que des juges prennent au sérieux le témoignage d'un vulgaire voleur à la tire. Ce qui me paraît bizarre, c'est que l'Owen n'ait pas trouvé un moyen plus habile de se débarrasser de la bague. Poirot haussa les épaules. « Mais pourquoi l'avoir enlevée du corps ?» m'écriai-je. « Il peut y avoir une raison, » dit Japp. « Savez-vous que tout juste derrière l'étang, une petite porte s'ouvre sur les coteaux et qu'en moins de 3 minutes de marche, vous arrivez, devinez où ? À un puits de chaux vive. »« Seigneur !» m'écriai-je, « croyez-vous que la chaux qui aurait détruit le corps serait incapable d'attaquer le métal de la bague ? » Exactement. Voilà qui explique tout, me semble-t-il. Quel crime horrible! D'un commun accord, nous nous retournâmes tous deux vers Poirot. Il soupira, et se tournant vers Japp, il demanda « Savez-vous, mon ami, si Mr. et Mrs. Davenheim occupaient la même chambre ?» La question semblait si ridiculement hors de propos que pendant quelques instants, nous nous regardâmes sans rien dire. Puis, Japp éclata de rire. « Sacré Poirot, avec vous, je m'attends toujours à quelque chose de génial. Je ne peux pas répondre à votre question pour l'excellente raison que je n'en sais rien. » « Ne pourriez-vous pas le savoir ? » ?»« Oh, si, probablement, si vous y tenez absolument. »« Merci, mon ami. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me fournir ce renseignement le plus vite possible. » Japp le considéra avec stupéfaction, mais Poirot semblait nous avoir oubliés tous les deux. Le policier secoua tristement la tête en me regardant et murmura « Le pauvre vieux, la guerre lui a donné un rude coup. » Puis il se retira. Comme Poirot semblait toujours plongé dans un rêve, je pris une feuille de papier et m'amusai à griffonner quelques notes. La voix de mon ami me fit sursauter. Il était sorti de sa méditation et semblait frais et dispos. « Que faites-vous là, Hastings ?» J'étais en train de noter les points intéressants de cette affaire. « Voilà que vous devenez enfin méthodique ?» dit Poirot d'un ton approbateur. J'essayai de dissimuler ma satisfaction. « Voulez-vous que je vous les lise ?»« Allez-y. » J'éclaircis ma voix. Premièrement, de toute évidence, c'est bien l'Owen qui a forcé le coffre. Deuxièmement, il en voulait à Davenheim. Troisièmement, il a menti en affirmant d'abord qu'il n'avait pas quitté le bureau. Quatrièmement, si vous acceptez l'histoire de Billy Kellett, l'Owen ne peut manquer d'y être impliqué. Je m'arrêtai. « Eh bien ?» demandai-je, car je sentais que j'avais mis le doigt sur tous les faits essentiels. Poirot me regarda avec pitié et secoua lentement la tête. « Mon pauvre ami, vous n'êtes vraiment pas doué. Le détail important, vous ne l'apercevez jamais. Aussi tout votre raisonnement tombe à l'eau. » « Comment ça ? Laissez-moi exposer 4 points de base. D'abord, l'Owen ne pouvait pas savoir qu'il aurait l'occasion d'ouvrir le coffre. Il venait pour un entretien d'affaires. Il ne pouvait pas prévoir que M. Davenheim serait allé mettre une lettre à la poste et qu'il serait ainsi laissé seul dans le bureau. « Il peut avoir saisi l'occasion ?» suggérai-je. « Et les outils ? Un citadin n'emporte pas avec lui des outils de cambrioleur sur une chance problématique. Et ce coffre n'a pas été ouvert avec la pointe d'un canif. Soit, le second point ?
Vous dites que l'Owen en voulait à monsieur Davenheim. Vous voulez dire qu'il a eu le dessus 1 ou 2 fois. Il s'agissait probablement d'opérations lucratives. Habituellement, on n'en veut pas à un homme à qui on a pris de l'argent. C'est plus souvent le contraire qui se produit. S'il existait quelques ressentiments, ce serait plutôt du côté de monsieur Davenheim. Vous ne pouvez pas nier que l'Owen ait menti en affirmant qu'il n'a pas quitté le bureau. Non, mais il peut avoir eu peur. Rappelez-vous, les vêtements du disparu venaient juste d'être découverts dans les temps. Naturellement, comme toujours, il aurait été inspiré de dire la vérité. Et le 4e point, celui-ci est pour vous. Si le récit de Kellett est vrai, l'Owen est forcément impliqué. C'est ce qui rend cette affaire tellement intéressante. Ainsi, j'ai vraiment découvert un des points essentiels ? Peut-être, mais vous avez complètement négligé les 2 plus importants. Ceux où se trouve sans aucun doute la clé de toute l'affaire. Et quels sont-ils d'après vous ? Premièrement, la passion qui s'est emparée de M. Davenheim depuis quelque temps pour les bijoux. Deuxièmement, son voyage à Buenos Aires, l'automne dernier. Poirot, vous vous moquez de moi ? Je suis très sérieux, au contraire. Ah, bon sang, pourvu que Japp n'oublie pas mon renseignement. Mais le détective, acceptant la plaisanterie, s'était si bien souvenu que le lendemain vers 11 heures, on apporta à Poirot un télégramme. Sur sa demande, je l'ouvris et lus « Le mari et la femme occupaient des chambres séparées depuis l'hiver dernier. »« Ah ah !» s'écria Poirot. « Et maintenant nous sommes à la mi-juin. Le problème est résolu. » Je le regardais stupéfait. « Vous n'avez pas d'argent à la banque Davenheim et Salmon, mon ami ?»« Non, » dis-je étonné. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je vous conseillerais de la retirer avant qu'il soit trop tard. »« Pourquoi ? À quoi vous attendez-vous ? » ?»« Je prévois un énorme crash dans quelques jours, peut-être plus tôt, ce qui me fait penser que nous devons à Japp la politesse d'une réponse télégraphique. Un crayon, s'il vous plaît, et une feuille de papier. Voilà. Vous conseille retirer tout argent en banque en question. Voilà qui va intriguer ce bon Japp. Il va ouvrir de grands yeux. Il n'y comprendra rien jusqu'à demain ou après-demain. Je demeure sceptique, mais le lendemain, je fus obligé de rendre justice au merveilleux pouvoir de divination de mon ami. Dans tous les journaux était annoncée en lettres énormes la faillite sensationnelle de la banque Davenheim. La disparition du financier prenait un aspect tout à fait différent à la lumière de la révélation des affaires financières de la banque. Au milieu de notre déjeuner, la porte s'ouvrit violemment et Japp entra en trombe. Il tenait dans la main gauche un journal et dans l'autre le télégramme de Poirot qu'il jeta sur la table devant mon ami. « Comment avez-vous deviné, Poirot ? Vous êtes sorcier ou quoi ?» Poirot souriait placidement. « Ah, mon ami, après votre dépêche, ce fut une certitude. Depuis le commencement, il m'a semblé que les fractions du coffre étaient quelque chose d'extraordinaire. Des bijoux, de l'argent en billets, des lettres au porteur, tout cela si commode, trop commode. Il paraissait à peu près certain que tout était préparé d'avance. Et puis, sa manie récente d'acheter des bijoux, comme c'est simple. Les fonds qu'il acquérait, il les convertissait en bijoux, que très probablement il remplaçait ensuite par des imitations. C'est ainsi qu'il mit en sûreté, sous un nom d'emprunt, une fortune considérable, pour en jouir le temps venu, quand on lui aura laissé le chemin libre. Ses préparatifs terminés, il prend rendez-vous avec l'Owen, qui a eu le tort dans le passé de contrarier 1 ou 2 fois le grand homme. Il perce un trou dans le coffre, donne l'ordre d'introduire le visiteur dans le bureau et quitte la maison pour aller où ? Poirot s'arrêta et étendit la main pour prendre un autre œuf à la coque. Il fronça les sourcils. « Il est vraiment inconcevable, murmura-t-il,
que les poules pondent des œufs de grosseurs différentes. Symétrie peut-on avoir sur sa table? On pourrait au moins les asseoir par taille chez les crémiers. Peu importe les œufs, dit Jap avec impatience. Que les poules pondent des œufs carrés si elles veulent. Dites-nous où est allé notre gaillard en quittant les cèdres. Du moins, si vous le savez. Bien sûr, je le sais. Il est allé droit dans sa cachette. Ah, ce monsieur Davenheim, il peut y avoir quelques petits défauts dans ses cellules grises, mais elles sont de première qualité. On doit lui reconnaître ça. Où est-il caché? Beugla Jap. Dans un endroit remarquablement ingénieux. Pour l'amour du ciel, Poirot, dites-nous où. Le détective rassembla soigneusement tous les débris de coquilles d'œufs dans son assiette. Il les plaça dans le cocotier et retourna la coquille vide par-dessus. Cette petite opération terminée, il sourit, satisfait. Rayonnant, il se retourna avec bienveillance vers nous. « Allons, mes amis, vous êtes des hommes d'esprit. Posez-vous la question que je me suis posée à moi-même. Si j'étais à la place de cet homme, où me serais-je caché? Hastings, répondez. Eh bien, je suis assez inclinée à croire que je ne me serais pas caché du tout. Je serais restée à Londres, au cœur de la grande ville. J'aurais circulé en bus et en métro comme tout le monde. Il y a 9 chances sur 10 pour que je n'ai pas été reconnue. On n'est nulle part plus en sûreté que perdu au milieu de la foule. Poirot se retourna avec un regard interrogateur vers Jap. Je ne suis pas de cet avis. Disparaître loin tout de suite, voilà la seule chance de salut. J'aurais eu tout mon temps pour préparer ma fuite longtemps à l'avance. J'aurais frété un yacht qui m'aurait attendu sous pression au large des côtes anglaises, et j'aurais filé vers l'un des coins les plus reculés du monde avant même que l'alarme soit donnée. Nous regardâmes Poirot. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Il garda le silence un instant. Un sourire étrange flottait sur ses lèvres. Mes amis, si je devais me cacher de la police, savez-vous où je me cacherais? En prison. Comment? Vous cherchez M. Davenheim pour le mettre en prison. Vous n'aurez jamais l'idée de regarder s'il y est déjà. Vous me dites que Mrs. Davenheim n'est pas une femme très intelligente. Cependant, si vous l'amenez à Bow Street et si vous la confrontez avec le dénommé Billy Kellett, elle le reconnaîtra, en dépit de sa barbe et de sa moustache rasée, de ses cheveux en broussailles et de ses vêtements minables. Une femme reconnaît toujours son mari, même quand le monde entier s'y trompe. Billy Kellett? Vous devenez fou, Poirot. Ne vous ai-je pas dit que Kellett est fiché à la sûreté? Ne vous ai-je pas dit que M. Davenheim était un homme remarquablement intelligent? Il préparait son alibi depuis longtemps. Il n'était pas à Buenos Aires l'automne dernier. Il était en train de créer le personnage de Billy Kellett en se faisant condamner à 3 mois de prison ferme, de sorte que la police ne puisse plus avoir aucun doute le moment venu. Il jouait gros jeu. Rappelez-vous, une fortune colossale en jeu, même tant que sa liberté. Cela valait bien la peine de subir quelques désagréments passagers. Seulement... Oui. Eh bien, ensuite, il dut porter une fausse barbe et une perruque. Il lui fallait refaire son propre personnage, vous voyez, et dormir avec une fausse barbe n'est pas facile. On peut être découvert. Il ne put pas courir le risque de continuer à partager la chambre de sa femme. Vous m'avez informé que depuis 6 mois, ou du moins depuis son prétendu retour de Buenos Aires, lui et Mrs. Davenheim occupent des chambres séparées. Alors, je n'ai plus eu de doute. Tout cadrait parfaitement. Le jardinier qui croyait avoir revu son patron avait tout à fait raison. Davenheim est allé dans le hangar à bateau. Il a revêtu sa tenue de route, qui, vous pouvez en être sûr, avait été soigneusement dissimulée du valet.
Il a jeté ses vêtements dans le lac et a continué à poursuivre son plan en vendant la bague ouvertement. Puis, en prenant une cuite et en se battant avec un docker dans un lieu public, il s'est fait mettre à sûreté dans le refuge de Bow Street, où personne ne pouvait avoir l'idée d'aller le chercher. Incroyable, murmura Jap. Demandez à sa femme, dit mon ami en souriant. Le lendemain, une enveloppe recommandée était posée devant l'assiette de Poirot. Il ouvrit et un billet de 5 livres s'en échappa. Les sourcils de mon ami se froncèrent. Ah, sacré bleu, qu'est-ce que je vais en faire, ce pauvre Jap? Ah, une idée. Nous allons faire un bon petit dîner tous les trois. Ça me consolera. C'était vraiment trop facile. J'ai honte d'avoir gagné si facilement. C'était comme arracher un bonbon à un enfant sans défense. Hastings, qu'est-ce que vous avez à rigoler ainsi?